Mais alors je pose la question suivante. La colonisation a-t-elle vraiment mis en contact, ou si l'on préfère, de toute manière, d'établir le contact, était-elle la meilleure? Je réponds non. Et je dis que de la colonisation à la civilisation, la distance est infinie, que de toutes les expéditions coloniales accumulées, de tous les statuts coloniaux élaborés, de toutes les circulaires ministérielles expédiées, on ne saurait réussir une seule valeur humaine. Il faudrait d'abord étudier comment la colonisation travaille à déciviliser le colonisateur, à l'abrutir au sens propre du mot, à le dégrader, à le réveiller aux instincts enfouis, à la convoitise, à la violence, à la haine raciale, au relativisme moral, et montrer que chaque fois qu'il y a au Vietnam une tête coupée et un œil crevé et qu'en France on accepte, une fillette violée et qu'en France on accepte, un malgache supplicié et qu'en France on accepte, il y a un acquis de la civilisation qui pèse de son poids mort, une régression universelle qui s'opère, une gangrène qui s'installe, un foyer d'infection qui s'étend, et qu'au bout de tous ces traités violés, de tous ces mensonges propagés, de toutes ces expéditions punitives tolérées, de tous ces prisonniers ficelés et interrogés, de tous ces patriotes torturés, au bout de cet orgueil racial encouragé, de cette jactance étalée, il y a le poison instillé dans les veines de l'Europe et le progrès lent, mais sûr, de l'ensauvagement du continent. Et alors, un beau jour, la bourgeoisie est réveillée par un formidable choc en retour. Les Gestapos s'affairent, les prisons s'emplissent, les tortionnaires inventent, raffinent, discutent autour des chevalets. On s'étonne, on s'indigne, on dit comme c'est curieux, mais bah c'est le nazisme, ça passera. Et on attend, et on espère, et on se tait à soi-même la vérité que c'est une barbarie, mais la barbarie suprême, celle qui couronne, celle qui résume la quotidienneté des barbaries, que c'est du nazisme, oui, mais qu'avant d'en être la victime, on en a été le complice, que ce nazisme-là, on l'a supporté avant de le subir, on l'a absous, on a fermé l'œil dessus, on l'a légitimé, parce que, jusque-là, il ne s'était appliqué qu'à des peuples non européens, que ce nazisme-là, on l'a cultivé, on en est responsable, et qu'il s'ouvre, qu'il perce, qu'il goûte, avant de l'engloutir dans ses eaux rougies, de toutes les fissures de la civilisation occidentale et chrétienne. Oui, il vaudrait la peine d'étudier cliniquement, dans le détail, les démarches d'Hitler et de l'hitlérisme, et de révéler aux très distingués, très humanistes, très chrétiens bourgeois du XXe siècle qu'il porte en lui un Hitler qui s'ignore, qu'Hitler l'habite, qu'Hitler est son démon, que s'il le vitupère, c'est par manque de logique, et qu'au fond, ce qu'il ne pardonne pas à Hitler, ce n'est pas le crime en soi, le crime contre l'homme, ce n'est pas l'humiliation de l'homme en soi, c'est le crime contre l'homme blanc, c'est l'humiliation de l'homme blanc, et d'avoir appliqué à l'Europe des procédés colonialistes dont ne relevaient jusqu'ici que les Arabes d'Algérie, les Koulis de l'Inde et les nègres d'Afrique. Et c'est là le grand reproche que j'adresse au pseudo-humanisme. D'avoir trop longtemps rapetissé les droits de l'homme, d'en avoir encore une conception étroite et parcellaire, partielle et partiale, et tout compte fait sordidement raciste. J'ai beaucoup parlé d'Hitler, c'est qu'il le mérite, il permet de voir gros, et de saisir que la société capitaliste à son stade actuel est incapable de fonder un droit des gens, comme elle s'avère incapable de fonder une morale individuelle. Quand j'ai dit une fois devant le général de Gaulle que notre histoire commençait dans la cale des bateaux négriers, il paraît qu'il y a des Martiniquais et très assimilés qui ont été tout à fait vexés, tout à fait offusqués. Mais c'est ça le fait premier. Et il faut pas en avoir honte, c'est ça la vérité. Si quelqu'un doit en avoir honte, ce seront ceux qui ont fait la traite et non pas ceux qui ont subi la traite. Bon, comment peut-on comprendre la société martiniquaise si on ne tient pas compte qu'il s'agit d'une société coloniale et raciste? Comment peut-on comprendre la langue martiniquaise, la vraie langue martiniquaise, le créole,
si on ne tient pas compte du fait que c'est une langue qui a été formée avec des mots français ou des débris de mots français, mais qui a été restituée par des gosiers selon les règles implacables de la phonétique africaine. Et agglutinée entre eux selon les règles de la syntaxe africaine. Ça me paraît évident, autrement dit, si on ne veut pas rester à la surface des choses, eh bien, on est obligé d'en revenir à ce fait premier, à savoir que nous sommes mélangés, certes, mais que nous sommes des Africains, la diaspora. Victor Hugo, le grand Victor Hugo, que nous aimons, il écrit au XIXe siècle, le blanc a fait du noir un homme. Le blanc a fait du noir un homme. Au XXe siècle, l'Europe fera de l'Afrique un monde. Vous voyez, c'était la mentalité européenne. C'est ce complexe de supériorité et qui traduit en même temps le mépris de l'autre. Mais dans votre texte, n'oubliez pas de citer ce texte de Victor Hugo, oui. qui permet de bien comprendre mon attitude. Donc nous avons colonisation, on a traite négrière, travail gratuit en tant qu'esclave, colonisation. Et puis on doit des dettes. Tous les États africains sont endettés. Mais écoutez, mais vous ne réfléchissez pas. Esclave pendant 4 siècles, colonisé pendant un siècle, divisé à Berlin. Les zones d'influence, les bases militaires, les zones culturelles, francophonie, anglophonie, lusophonie, toutes ces choses-là. Bon. Des dettes après 50 ans d'indépendance. Aucun État ne peut payer les dettes. Mais vous croyez l'apartheid? Vous croyez que